Carus, bonjour. Bonjour Gilles. Tu es fondateur et CEO de J'ai un pote dans la com. C'est ça. Alors, J'ai un pote dans la com, c'est l'actualité de la communication, du marketing et de la créativité en France et à l'international. Bon, c'est ça. Pour dire les choses, t'es concurrent de Stratégie CB News. Tu peux dire ça comme ça ? On est concurrent sur certains produits du média, exactement. Ouais. Vous vous battez pour un peu la même audience. C'est un média B2B qui s'adresse vraiment aux professionnels de la communication, quoi. Voilà, c'est ça. On a une audience qui est similaire. Après, ça va être sur la manière de l'approcher, ce qu'on va raconter, le ton qu'on va prendre, le petit pas de côté qu'on va avoir de différent. Mais effectivement, on parle aux mêmes professionnels. Et puis vous êtes digital uniquement, vous n'êtes pas pure player en ligne. Pure player digital. Alors là, moi, je te propose de parler de l'idée. Comment tu as eu l'idée de monter J'ai un pote dans la com, de l'exécution, comment tu organises la production du média, des chiffres du succès, parce que J'ai un pote dans la com, c'est un succès. Nous, à l'agence, il n'y a pas une personne qui ne connaît pas J'ai un pote dans la com. C'est bon, c'est qu'on fait bien notre boulot alors. Faites bien votre boulot. Et puis, bien sûr, on parlera aussi de ta routine éditoriale, ce que tu lis, regardes, etc., pour te nourrir, pour avoir des idées pour l'évolution de ton média. Très bien. C'est parti. C'est parti. Let's go. Alors, Laurent, quand on regarde ta page LinkedIn, on se dit que ton parcours te menait pas nécessairement vers la création d'un média. Tu me dis si je me trompe, mais tu as été acheteur chez Renault, tu as été analyste financier chez Air Liquide et dans une société qui s'appelle Mainland Europe. Tu as été CEO, donc directeur des opérations chez DroneVolt. C'est ça. A priori, c'est pas le CV classique de quelqu'un qui lance un média. Comment t'es venu l'idée ? Qu'est-ce qui s'est passé, Laurent ? J'ai une espèce de paradoxe en moi qui fait que j'ai toujours eu ce côté un peu créatif. J'ai un papa qui était photographe et donc du coup j'ai toujours eu cette volonté de faire quelque chose d'assez créatif, construire, fabriquer des choses graphiquement ou même de mes mains et toujours aussi ce côté très manichéen finalement et un peu plus programmation Excel. Donc j'ai toujours eu ce problème au moment de faire des choix et en fait mes études ont été à chaque fois tantôt dans le tertiaire et avec un DUT technique de commercialisation, plutôt vente, marketing, ensuite une licence en management où je me rapprochais un peu plus des chiffres et ensuite repasser au milieu du marketing. Donc j'ai toujours eu dans mon parcours et dans mes expériences pro la non-envie de choisir entre la créativité et les choses carrées 1 + 1 = 2. Donc voilà, ce qui explique que j'ai des expériences un petit peu plutôt de gestion en parallèle du marketing. Ce qui doit t'aider pour gérer un média, parce que c'est jamais facile. Voilà, c'est ça. Un média, c'est une entreprise, et donc du coup, c'est un aspect très éditorial, mais c'est aussi un business à faire tourner, donc il y a aussi toute cette partie gestion à gérer. Dont tu t'occupes. Tu as lancé J'ai un pote dans la com, j'ai vu en 2012, parce que j'ai lu sur ton profil LinkedIn, et en parallèle de ton poste, je crois, tu étais CEO chez DroneVolt à l'époque. C'était bien avant ça, même. Ouais, c'était avant. Je crois que c'était chez TNS, j'étais analyste financier, et sur mon temps libre, en fait, avec les cours, j'arrivais à jongler. J'étais en alternance, et donc du coup, j'avais créé ce blog à l'époque, puisque c'était un blog, ça a été mon portfolio de créa. Je savais pas si j'allais partir en tant que freelance pour de la création graphique. Donc voilà, ça a d'abord été un portfolio, puis un blog, et ensuite je suis parti dans pas mal de voyages de presse avec pas mal de blogs de l'époque qui sont montés en même temps. Et tout doucement, j'ai 2-3 ans après la création, Valentin Richardot, qui est mon associé aujourd'hui, qui est venu m'épauler sur le développement pour passer de blog à média. Mais c'était un projet personnel au début, et puis tu as vu que ça prenait, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai vu que moi je l'ai toujours vu, c'est ce que je dis tout le temps, comme un bac à sable en fait. C'était pour moi une occasion de créer des choses sans avoir besoin d'avoir un client. C'était de me dire tout ce que j'ai besoin d'apprendre à faire, je vais le faire au service d'un blog, donc tout ce qui est direction artistique pour créer le site, la programmation du site en lui-même. Bon, c'était pas bien sorcier, il y avait WordPress à l'époque, mais voilà, c'était de justifier, de pas attendre d'avoir des clients qui me demandent de leur créer un site pour créer un site, de pas avoir un client qui me demande de lui faire une identité graphique pour en faire une. Donc voilà, c'était mon bac à sable. J'étais à l'école et puis tout ce que j'apprenais, je le testais en direct sur le blog, donc ça changeait tous les 4 matins, donc il n'y avait aucune logique à l'époque, mais c'était complètement volontaire, et le but c'était d'itérer jusqu'à trouver
ce qu'est le média aujourd'hui. Tu sais qu'à Stories of Stories, on interroge beaucoup de fondateurs de médias. C'est l'idée du podcast. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de projets en fait, de médias qui sont partis d'un projet personnel avec pas forcément l'ambition d'en faire un média au départ, mais en fait, c'est l'appel de l'audience. Ouais, c'est ça. Ce qui s'est passé pour toi, en fait. C'est un peu aussi l'envie de tester, et puis finalement on voit que ça prend, qu'il y a des gens qui s'intéressent, et donc il y a une communauté qui se crée, une audience, et donc du coup on continue finalement, voilà, exactement, on y va. J'ai un pote dans la com, c'est une super marque. Ouais. Et la prochaine question, c'est comment est-ce que c'est voilà, venu ? c'est venu comment c'était le nom original. Ouais, c'est ça a ton toujours blog été comme ça au départ. Toujours été j'ai un pote dans la com, parce que c'est comme qui je disais, c'était moi à la base. Je voulais m'imposer comme étant ce pote dans la com. C'est tout simplement que quand t'es free et que tu vas démarcher de toi-même de manière assez proactive des agences ou même des annonceurs. Mais à l'époque, les annonceurs, c'était... Moi, j'allais voir le resto du coin qui avait un site qui était pourri. Quand je passais ma commande, je lui disais faut te refaire ton site, faut te refaire des photos, faut te refaire tout ça. Et donc, du coup... Ça a un peu changé depuis. Ouais, ça a un peu changé. Mais du coup, le truc qu'on me dit souvent, c'est j'ai pas besoin, je connais quelqu'un, j'ai un pote qui va le faire, j'ai mon neveu qui touche à Photoshop, j'ai mon cousin qui est photographe. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, mais en fait, à chaque fois... on me dit qu'on connaît quelqu'un, quoi. J'ai envie que ce soit moi qu'on connaisse, en fait. Et donc, du coup, voilà, c'est parti de là. Et je me suis dit, je vais être le pote dans la com que tout le monde connaît, quoi. Et juste, moi, c'est une curiosité. Ça te pose pas un problème pour la taille du nom? C'est pas... Forcément, l'URL était aussi... moi, je voulais un truc qui se lisait très proprement. Donc, j'ai-du-6 un pote. Donc, autant les emails, c'est un peu un enfer. Mais voilà, c'est notre petit truc. La marque de fabrique de J'ai un pote. Ok, alors, écoute, passons en fait à l'exécution. Donc, quand on regarde, j'ai un peu dans la com, donc vous allez décrypter des campagnes, vous donnez des conseils, vous regardez toutes les innovations du marché de la communication, vous proposez aussi des contenus d'inspiration, et puis un certain nombre de ressources. Donc comment vous avez bâti cette promesse éditoriale? Quel est le projet éditorial que tu proposes finalement au marché, et son originalité en fait, par rapport aux concurrents qu'on a évoqués notamment? La logique, c'est déjà de se dire, en tant que média, on doit informer. Donc on doit nourrir les professionnels du marketing, de la com en information du secteur. Quand on parle de market et com, ça va, tu l'as dit tout à l'heure, avec des contenus d'inspiration, on va chercher les bords un petit peu du market et de la com. Ça commence des fois par des artistes. On l'a vu ici dans le studio, il y a des artistes qui sont venus faire une scénographie. Tout ça fait aussi partie, et ça nourrit ce monde du marketing et de la com. C'est pas que des gens en agence et des gens qui travaillent chez l'annonceur, c'est aussi des artistes qui vont venir faire et travailler pour justement ces annonceurs et ces agences. Donc on va assez loin finalement dans l'écosystème. C'est aussi des indépendants, des freelances. Donc c'est d'informer tout ce secteur. Informer, ensuite c'est décrypter. C'est dire, voilà, il y a des tendances, il y a des choses qu'on observe. Nous, en tant que médias, on reçoit énormément d'informations et on va également en chercher beaucoup. Donc c'est de se dire, ok, on va faire un mash-up un peu de tout ça, et on va décrypter une tendance, parler d'une trend particulière, quelque chose qui fait la une, pourquoi, et on va chercher et creuser. Donc on va aller plus loin que la simple actualité. Et enfin, le pas de côté, c'est de se dire, on va essayer de faire tout ça de manière un petit peu plus divertissante. Donc voilà, c'est un peu les trois mots-clés, c'est informer, décrypter, divertir. Et donc on va, pour l'aspect divertissement, ça va pas être forcément sur les news en tant que telles, même si le contenu d'inspiration va être un petit peu plus divertissant, ça va être aussi sur les formats. Ça veut dire qu'on peut délivrer une information, on peut décrypter une tendance avec un ton beaucoup plus léger, comme un mème, qui va être très fort en insight, qui va parler à énormément de personnes, et également les professionnels. Donc voilà, c'est aussi le format qui va faire qu'on va plutôt soit informer, soit divertir, mais toujours en cherchant à adresser un professionnel. C'est sur le ton que tu dirais que tu te distingues peut-être de la concurrence? Je pense que c'est sur le ton. Déjà de prime abord, on s'appelle J'ai un pote dans la com, donc ça fait tout de suite un peu moins corporate, et ça, c'est sûr. Ça casse aussi un petit peu une sorte de potentiel élitisme, ou de se dire, voilà, on ne parle que aux patrons d'agence, et que nous, on leur parle à eux entre autres, mais on parle aussi aux freelances et à l'artiste. Donc c'est aussi notre singularité d'aller beaucoup plus loin quand on parle de marketing et de communication sur... on va pas se mentir, en agence, les gens s'inspirent de courants artistiques, que ce soit de la peinture, de la sculpture,
tous les arts musicaux. Donc du coup, on va aller chercher et glaner un peu plus d'infos et on va aller beaucoup plus en périphérie que d'autres médias B2B spécialisés. Donc je pense que c'est ça aussi qui nous différencie. En fait, d'aller creuser dans le monde artistique. Si on regarde tes audiences, tu sais aujourd'hui qui te lit, quelle est la proportion? Tu parlais des freelances par exemple. Alors je vais peut-être pas avoir un chiffre exact sur la proportion de freelance, mais une donnée qui est importante et qui pose les bases, c'est qu'on a 70% de décideurs. Donc si on regarde uniquement LinkedIn, là où on a le plus d'abonnés, mais bon, c'est à peu près la même chose, si ce n'est sur Instagram, où là on va avoir des audiences un peu différentes. 70% sont des professionnels décideurs. Donc ça veut dire que c'est minimum du cadre, manager, décideur, VP, C-level. Et ensuite, on va avoir 30% de jeunes diplômés. Donc ça va être les first time jobs en fait, et les étudiants. Donc voilà, on estime cross-platform qu'on est entre 24 et 27% d'étudiants. Et le reste, ça va être plutôt du jeune diplômé. Et 70%, donc tu l'as vu sur LinkedIn, hein, c'est en analysant sur votre LinkedIn, audience sur le site, d'abonnés, etc. Les LinkedIn, on a bientôt 600 000 abonnés, donc c'est ce qui, en termes de social media, a une plus grosse représentativité. On passe le cap du million, donc voilà, 600 000 sur 1 million, ça donne une belle idée. Bon, alors là, je suis obligé d'y aller. C'est dans mes questions, forcément. 600 000 comment tu as fait pour avoir 600 000 abonnés sur LinkedIn? Stratégie, on en parlait tout à l'heure, c'est 370 000. Voilà. Comment... je pense que la recette, on nous la demande assez souvent. Je pense qu'il ne faut pas viser un nombre d'abonnés, parce qu'on n'a aucun objectif en nombre d'abonnés. Et c'est ce que je dis tout le temps, et c'est ça depuis la création du média, c'est d'être drivé par la passion du milieu. Si on est passionné, on va se poser les bonnes questions, on va aller voir les bonnes personnes, on va attirer les bonnes personnes. C'est un peu comme un groupe d'amis, hein, finalement. Si on a des passions communes, on va se regrouper de manière très organique et très, très naturelle. C'est un peu la même chose, quoi. Nous, les chiffres, on n'a pas d'objectif d'abonnés. On ne s'est jamais dit, il faut qu'on dépasse les autres médias, stratégie, il faut qu'on passe... On s'en fiche. L'idée, c'est que un professionnel du market ou de la com doit nous lire. Pour qu'il nous lise, il faut qu'on l'intéresse. Comment est-ce qu'on l'intéresse? C'est en s'intéressant à ces problématiques, en leur posant des questions, en s'intéressant à eux, en vivant leurs problématiques. Donc des fois, on va sur des formats ou sur des événements qui sont a priori complètement opposés à nos métiers, mais finalement, on se met à la place d'un CMO, et donc on répond plus facilement à ses attentes, quoi. C'est-à-dire, en fait, on va aller sur des événements où, en tant que média, on n'a rien à vendre, mais on va sur des événements où des décideurs, des grands annonceurs vont aller. Et on va voir quels sont les titres, les sujets des tables rondes. En discutant en one-to-one, on comprend certains enjeux économiques, certains enjeux un peu plus édito sur comment est-ce qu'ils veulent raconter des choses, comment ils veulent targeter leurs prospects. Et voilà, c'est des signaux faibles finalement, et en tant que média, on n'a rien forcément à leur vendre de prime abord. Pour autant, on va prendre un peu la température sur des événements comme... Donc être proche de tes audiences, comprendre en fait les enjeux. C'est ça. D'accord. J'imagine que les autres essaient de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de technique? Est-ce que dans la réalisation, l'exécution sur LinkedIn typiquement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous faites, que vous avez identifié et qui est une bonne recette Bonne recette. Après, je pense que tu peux communiquer à notre audience. Après, je pense que là où il faut aussi savoir différencier, c'est que toutes les marques n'ont pas vocation à avoir une croissance comme la nôtre sur les réseaux sociaux. C'est normal, des fois on en a qui nous disent mais bon, ça monte beaucoup. Enfin, on est un média, donc c'est un peu notre but d'être visible, et on... Oui, mais les médias qui marchent sur LinkedIn, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Les échos, etc., ont des grosses communautés, mais n'arrivent pas à imposer une démarche éditoriale sur LinkedIn. Je pense que c'est parce que je pense qu'il faut penser aussi chaque plateforme social media comme un média à part entière, quoi. Les gens vont sur LinkedIn pas pour faire la même chose que sur Instagram, donc faut pas servir les mêmes formats, faut pas servir les formats de même durée cross-platform. Donc je pense qu'il faut, encore une fois, c'est se mettre dans les baskets de celui qui est sur LinkedIn, de celui qui scrolle à gogo plutôt sur un TikTok ou un Instagram, et qui a besoin de curation d'énormément de contenu en volume. Alors il y a des tendances, contenu court, maintenant un contenu un peu plus long, mais voilà, il faut identifier les tendances. Et puis, en vrai, je pense qu'il y a aussi beaucoup de tests. On ne va pas se mentir, on teste énormément de choses. D'accord. Versus peut-être des médias ou des entreprises qui vont plutôt chercher à répondre d'abord à la question et ensuite tester. Nous, on va dire, le meilleur moyen de savoir, en fait, c'est de produire, poster
et analyser en fait. Donc on doit être précurseur là-dessus, on doit faire des tests et on doit pouvoir recommander aussi à nos clients annonceurs, voilà, le meilleur moment pour publier, ok, il y a ce qui se dit et les algos, pour autant nous on a vu que tel format fonctionne mieux à tel moment, et il y a la moyenne pour les entreprises lambda, sauf que des médias qui performent, nous on peut pas se caler aux théories de l'algorithme, parce qu'on publie toute la journée, dizaines de fois par jour, donc on peut pas se dire sur LinkedIn il faut publier le lundi et le mardi, à la limite le mercredi, mais le reste de la semaine c'est mort. Et cette publication régulière n'affecte pas les audiences, au contraire. C'est sûr que ça a un impact sur la performance, mais on va pas publier sur 3 jours et puis plus rien publier parce que c'est mieux de publier le lundi. Donc ce qu'il faut, c'est mitiger, faire du repush à d'autres moments pour faire en sorte que un article qui a été publié plutôt un samedi ou un vendredi, on le repush un lundi, un mardi. Donc après, c'est savoir jongler avec les formats et avec les algorithmes, mais par plateforme, quoi. Inversement, sur TikTok, la communauté est relativement faible. On a le sentiment quand même que TikTok s'intéresse au marketing. Il y a des influenceurs, en tout cas des personnes qui marchent très bien sur TikTok avec un contenu de marketing communication. Quel est ton... Alors en fait sur TikTok c'est sujet tabou, c'est qu'on sait qu'on doit y aller, et contrairement à LinkedIn, on n'a pas de stratégie établie et de plan d'action. On sait ce qu'on veut faire, c'est juste qu'aujourd'hui on n'a pas forcément de ressources dédiées, ce qui fait qu'on prend un Reels et on le publie sur TikTok. Donc c'est clairement ce qu'on recommande de ne pas faire. Mais voilà, on fait le minimum jusqu'à avoir la capacité de produire un contenu dédié qui performe. Donc pour l'instant, que ce soit TikTok et Twitch, on y est de manière anecdotique, mais avec l'intention d'y arriver avec des formats dédiés. Alors j'allais aller sur Twitch, tu as fait des tests, ton impression ? Alors on a fait des tests, pareil, c'est plutôt du test assez basique, puisque encore une fois on n'a pas de format dédié, on n'a pas de format avec une installation similaire à celle-ci. On est plutôt sur de la retransmission de webinars, donc clairement c'est pas forcément là que les audiences vont pour regarder un webinar. En revanche, c'est un bon moyen pour commencer à apprivoiser la plateforme, comprendre, et avant de se prendre un mur et lancer une super émission, et on l'a vu à l'instar de certains médias, ne pas comprendre les codes, ne pas comprendre l'outil, et puis lancer la super émission, mais au mauvais moment ou avec les mauvais outils, et donc découvrir un outil au moment d'une super belle prod, c'est un peu dommage. Donc on y va, on tâtonne, et le jour où il y aura une priorité, on saura déjà utiliser l'outil. Donc on le fait aussi avec des clients, donc c'est aussi l'avantage. D'apprentissage de comment fonctionne la plateforme. Vous médiatisez aussi ou pas ? Pas du tout. Sur Twitch ? Sur Twitch, alors, sur l'ensemble des plateformes. Alors on a plutôt une politique de full organique. D'accord. On médiatise au besoin sur demande. Plutôt sur les opérations spéciales et sur une OPS, voilà. Si un objectif nous est fixé et on sait que de manière organique, on va clairement pas pouvoir assumer un aussi gros volume, on va pouvoir amplifier. Mais en vrai, je crois qu'on l'a fait 2 fois, quoi. 2 fois en 10 ans. Donc en général, en fait, soit il y a une demande et le client a des assets et une production où on se dit ça va être un peu léger pour atteindre ses objectifs en utilisant vos assets et votre production sur notre média pour toucher notre audience. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on préfère passer en mode studio de prod, et là du coup on va créer un contenu dédié qui va tout de suite beaucoup plus parler à notre audience et qui va nous aider du coup de manière organique à atteindre beaucoup plus facilement l'objectif. Donc on est plutôt sur une politique de produire un contenu qui parle à notre audience plutôt que d'aller booster un contenu qui nativement colle pas au code et à la ligne édito de J'ai un pote. Alors déjà, on fera pas un contenu qui colle pas à notre ligne édito, mais voilà, des fois, il y a moyen de repasser en prod pour hacker un petit truc et en fait, directement en organique, aller performer. Comme je dis souvent, par exemple, sur LinkedIn le dit très bien, B2B, ainsi de suite, l'explique. Voilà, il y a 2 façons de performer sur la plateforme. Enfin, vous avez 2 leviers pour performer, pour avoir des résultats. Et c'est la créativité et la médiatisation. La médiatisation, plus vous mettez, plus vous avez des résultats. Ouais. La créativité, plus vous en mettez, moins vous avez besoin de mettre de médiatisation. On a sponsorisé une fois sur LinkedIn. On a sponsorisé qu'une seule fois pour faire un test, et c'était sur un contenu en propre. J'ai un pote dans la com. C'était même pas pour une OPS. Et après, on s'est dit, on arrête parce que on veut pas non plus habituer l'algo à se dire on sait pas si ça a un impact ou pas, mais on reste très
très précautionneux là-dessus, de se dire non, nous on veut surtout pas mettre de boost sur LinkedIn. Je devine que ça peut en avoir, mais je n'ai pas. On devine aussi, donc on le voit très bien sur notre courbe. Il y a le paid et l'organique. Le paid, il est toujours en bas, collé à la petite ligne noire, proche, sur le 0, quoi. Donc au moins. Comment t'es organisé ? Comment le média est organisé ? Globalement, c'est quoi la taille d'équipe et où sont les gens ? Et un mot peut-être aussi sur, justement, parler des réseaux sociaux, ça intéresse beaucoup les gens, évidemment. C'est quelles sont les équipes qui bossent derrière ? En fait, derrière J'ai un pote, il y a 15 personnes. Le split, il est aux 3/4 sur de l'édito. D'accord. Sur de l'édito, donc ça veut dire une grosse équipe rédac. Avec tout ce qui est social media aussi, donc on a une personne qui est dédiée à ça, mais épaulée aussi par la partie éditoriale, et après il y a un gros pan aussi gestion de projet, justement pour les différents sujets, parce qu'on produit énormément de contenu, et pour le média, mais également pour des marques, donc un gros pôle gestion de projet, et ensuite ça va être tout ce qui est admin et gestion, quoi. Et qui fait le commercial ? On n'a pas de sales. Les commerciaux, c'est Valentin et moi, les deux affiches du média. Et voilà, on a encore le luxe de ne pas avoir forcément besoin de faire énormément de bizdev. Ça vient, en fait, on a une politique de se dire, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de viser des chiffres sur l'audience sur nos plateformes social media. On se dit que si on fait bien notre boulot, ça se saura puisqu'on est média, et donc ça attirera les gens qui veulent faire la même chose et qui ont une approche et des atomes crochus avec nous. Donc finalement on n'a pas besoin de faire, en tout cas d'avoir un poste dédié au business development, parce que nos formats parlent pour nous et attirent les annonceurs qui veulent parler sur notre média. Alors les annonceurs, parlons du modèle économique justement. Quand on regarde donc le site J'ai un peu dans la com, on voit effectivement les ressources. Vous avez des webinaires. C'est ça. Dont certains sont réalisés avec des marques, des partenaires. Ça, Vous avez des podcasts dont certains, pas tous, donc, sont réalisés avec des partenaires. Je pense il y a notamment en fait Branding qui est réalisé en partenariat avec Let's Sign It. Let's Sign It, c'est ça. On a la revue du social qui est réalisée avec Wear Social, donc en partenariat avec Wear Social. Donc là, j'imagine que là, typiquement, ce sont des partenariats payants. Alors, c'est des partenariats payants. Ce qu'on fait, et c'est ce que je disais juste avant, c'est des choses qui se font de manière très naturelle, notamment pour Let's Sign It. C'est des équipes, c'est un outil SaaS et une solution qui parle à ceux qui écoutent Branding. Et donc, du coup, c'est un rapprochement qui, au-delà d'être économique, est juste logique. Ils voulaient toucher ces personnes et nous, on voulait garder notre liberté éditoriale. Donc c'est un partenariat de visibilité sans pour autant dénaturer le contenu. C'est-à-dire que avant ce partenariat, les épisodes avaient les mêmes questions, les mêmes durées, et il n'y a rien qu'à changer. Et les invités, c'est toujours nous qui avons la main dessus. Et en fait, on a la confiance du partenaire qui vient capitaliser avec nous sur cette marque branding. Ça s'associe. Voilà, exactement. C'est un peu comme une joint venture. On voulait se rapprocher, on voulait faire quelque chose qui ressemblait à ce qu'on avait déjà mis en place. Et donc, ça rejoint ta question sur le modèle économique. C'est déjà de créer des formats de notre côté. Et ensuite, ils se monétiseront s'ils trouvent la chaussure qui va à leur pied, quoi, finalement. Donc, on a lancé Branding. Et ensuite, on a trouvé du partenariat en toute logique avec des marques qui souhaitent faire la même chose. C'est la même logique avec la revue du social, c'est la même logique avec Charbon et French Tech. On avait déjà des startups de French Tech qui étaient interviewées, qui étaient dans notre radar. Intention de faire un podcast similaire, d'aborder des thématiques similaires. Bon, ça sert à rien de créer un autre podcast pour le compte de la French Tech, autant s'associer et capitaliser tout simplement sur un format existant. Et donc ces webinaires, vous les faites aussi en live LinkedIn, hein, c'est ça ? C'est ça, on les diffuse sur LinkedIn, Facebook et YouTube. D'accord. Donc il y a aussi des livrements. Et puis donc il y a le guide des agences. Là, je ne sais pas quelle est la paternité, mais j'ai reconnu un petit peu une approche un peu à la Welcome to the Jungle, typiquement. Donc chaque agence a sa page. C'est ça. Avec une description de c'est ça. Évidemment s'adressant à d'autres audiences. Après, il y a des audiences qui sont similaires, mais la logique derrière, contrairement à un Welcome to the Jungle qui était de répertorier les entreprises,
Nous, c'était l'inverse, c'était de produire du contenu pour les agences, pour leur faire gagner de la visibilité. Donc une agence qui a une expertise dans un domaine spécifique vient prendre la parole sur les médias. Au fur et à mesure des contenus, on s'est dit c'est dommage de ne pas agréger tous ces contenus qu'on a fait pour une agence au sein d'un espace sur le site. En toute logique, on a créé cet espace agence. Donc en fait, on vient chez J'ai un pote dans la com, pas forcément pour être dans un annuaire, même si on peut, c'est surtout pour produire du contenu ensemble. On ne crée pas une fiche agence si on ne produit pas de contenu ensemble. Je n'ai pas vocation à rajouter une page agence sans produire du contenu avec cette agence. Donc ça veut dire qu'une agence, elle a une page chez nous, si et seulement si on produit des articles ensemble, on produit des podcasts ensemble, et donc nous, on leur donne un crédit de contenu chez nous qui va être de l'article, du podcast, du webinaire, bundle, tout ça étalé sur une année. L'opération spéciale, voilà, en fait, c'est ça. Grosse opération spéciale, mais finalement qui se reconduit et qui s'étale sur une année. Donc c'est juste qu'on leur donne un crédit de contenu. Effectivement, ils peuvent nous dire. C'est un modèle à l'abonnement, tu pourrais dire. C'est ça, exactement. C'est du recurring sur lequel on a malin, des crédits qui sont activés en début de collab. Et donc du coup, finalement, cette page agence, elle vient tout simplement regrouper les contenus qu'on va produire ensemble sur une année. Et c'est pas un annuaire où on a vocation à référencer toutes les agences. Notre but, c'est pas de référencer toutes les agences, c'est de dire regardez les agences qui prennent la parole avec nous, qui nous font confiance en édito pour être mises en avant sur le média. Donc, et ensuite, forcément, on a cette logique d'annuaire pour retrouver quand même une agence, parce qu'on peut arriver par le levier de l'annuaire. On cherche une agence avec une thématique, une expertise particulière. Forcément, on peut faire des recherches par catégorie, mais le parti pris initial, c'était de se dire on veut produire des contenus avec les agences. Et tous les crédits sont dépensés? Tous les crédits sont dépensés. Ouais, en général, quand même, quand ils sont payés, ils sont dépensés, quoi. Ah, d'accord. Mais après, nous, ça nous va, parce qu'en vrai, c'est vrai que les agences sont plus agiles. Quelqu'un qui consomme pas son contenu, ça fait un contenu que je produis pas. Donc ok, j'ai pas de dépenses, mais finalement, j'amène rien à mon audience. Moi, mon premier client, c'est pas l'agence, c'est celui qui accorde son temps pour consommer du contenu. Donc, c'est le modèle des salles de muscu. Ils te vendent de l'abonnement et puis beaucoup de gens... eux, alors avantage, s'il y a personne qui vient, en vrai, ils vendent plus d'abonnements qu'ils ont d'espace disponible. Voilà. Nous, c'est l'inverse, c'est de se dire, il faut produire le contenu, parce que le premier client, c'est celui qui me lit. Donc, si tout le monde prend des packs agences, les paye, mais que je produis rien, j'ai une carence d'informations auprès de mon audience. C'est ça ton premier levier de business? Alors en vrai, on n'est pas assis sur une sorte dans le business de produit un peu vache à lait qui amène un récurrent assez stable pour faire tourner l'entreprise. En vrai, tout est important. On ne peut pas se permettre de se passer de quoi que ce soit. Donc on a c'est ce modèle dédié aux agences. On a le même dédié aux écoles. Oui. Et ensuite, on a ces sponsoring, ces partenariats sur les podcasts. On a des formats dédiés aussi qu'on fait. Et en vrai, il n'y a pas de vrai... Opération avec, par exemple, la Régie du Bon Coin qui tourne. Voilà, exactement. Ouais. On n'a pas un vrai produit/service qui nous dit, OK, ça, c'est indispensable et ça fait tenir la société et le reste, ça va se développer un petit peu à côté. Tout ce qu'on développe est ultra important pour la société, donc on n'a pas ce produit vache à lait. Mais le mix, c'est quoi, globalement? Le mix, c'est agence, école et OPS, quoi. Donc ils sont tous à peu près à un tiers. On a la partie studio qui se développe de plus en plus. L'école, c'est un tiers. Les écoles, on a quand même en fait, l'école, ce qui est intéressant avec les écoles, c'est qu'elles ont cette volonté d'adresser fortement les étudiants. Alors certes, on n'a que 30% de jeunes, à peu près 25% d'étudiants, 20-25% d'étudiants. Pour autant, elles ont énormément la volonté de communiquer sur un média comme le nôtre. Donc ce qui permet pour nous de prendre la parole assez souvent avec les écoles. Et elles ont aussi, contrairement à une agence qui peut avoir aussi une image et donc finalement un peu moins de temps pour parler de son expertise, les écoles, elles doivent faire savoir en quoi est-ce qu'elles sont singulières et différentes les unes des autres parce qu'il y a une grosse compétition. Et donc finalement, il y a un volume de contenu plus soutenu avec les écoles. Et il y a un petit peu plus de liberté qu'on nous accorde. Tous les ans, le pack école change, le pack agence change beaucoup moins d'année en année. Typiquement, l'année dernière, on a fait un format très inspirationnel pour les écoles, où c'était une production beaucoup plus lourde, où on partait avec une équipe de 3 à 4 personnes dans les écoles partout en France, à la découverte des campus, et c'était un format beaucoup plus inspirationnel, interview, c'est pas du snack content comme on a l'habitude de voir, c'est un format 6-8 minutes,
YouTube, horizontale, donc ça change un petit peu. Et du coup, on a un peu cette liberté avec les écoles d'aller chercher des formats des fois un peu plus travaillés. Comment ça va la com ? Comment ça va la com ? Ça reprend. Ça reprend. Il y a eu forcément ce que l'on sait avec Covid. Ça reprend, il y a des signaux. Il y a plusieurs. Si tu prends par exemple les agences de com, elles ont eu un moment un peu une fuite de talent, les gens allaient dans les startups, un mouvement qui s'est un petit peu arrêté ces derniers mois, mais globalement, comment il y a ce débat récurrent aussi sur les agences, sur la pérennité du modèle d'agence, etc. Il y a le modèle d'agence qui est beaucoup bousculé. Je pense que le fait qu'il soit bousculé redistribue aussi un petit peu les cartes, où on va peut-être avoir un petit peu moins de fuite vers de la start-up. On a aussi pas mal de jobs en start-up qui font un peu peur. Hein. Des gens sont attirés par ça, et puis une fois dedans, se disent finalement on va recommencer, on va retourner de là où on vient, et finalement le modèle d'agence étant un petit peu chamboulé, finalement il y a peut-être des changements et des intérêts à revenir. Le modèle de free de plus en plus, qui attire même de plus en plus les étudiants aussi, qui sortent d'école, qui vont se mettre tout de suite en free. Il y en a qui sont freelance pendant leurs études. Et puis qui attire aussi les très hauts talents, c'est-à-dire les gens qui sont hyper compétents. C'est ça. Très vite, souvent, ils désertent soit l'annonceur, soit l'agence, parce qu'ils ont full conscience de leur valeur finalement, et qui veulent garder leur autonomie, leur liberté, tant dans l'organisation que financière. Quelles sont les tendances, toi, alors là, cette fois-ci, plutôt en tant qu'éditeur de médias, que tu regardes de très près? Alors évidemment, il y a on va pas enfoncer les portes ouvertes, type l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que tu vois comme structurant qui est en train d'arriver sur le marché et qui peut changer un peu la façon dont tu exécutes un média peut tourner? Je pense qu'il y a, tu l'as dit, même sans que ce soit forcément de l'IA, je pense que c'est plutôt la révolution du SaaS. C'est aujourd'hui, on peut, un petit peu peut-être à notre image plus que certains autres médias, capitaliser fortement sur des outils et des stacks d'outils intelligents. Pas forcément avec de l'intelligence artificielle, mais qui se parlent entre eux, qui s'interfacent très facilement, et donc ce qui facilite la gestion de projet en interne. Donc on gagne du temps, donc on a moins besoin d'avoir des grosses équipes et une grosse structure. L'expérience du client, donc il va se dire punaise, mais c'est super, en fait, j'ai rempli un truc, la page elle a été générée automatiquement, parce qu'on a posé les bonnes questions dans un formulaire, on n'a pas juste fait un email où il fallait aller retrouver les différents échanges, et puis ensuite on a envoyé sans la pièce jointe. Non, il y a un formulaire, tant qu'il n'y a pas de pièce jointe, le formulaire il n'est pas envoyé, on évite des allers-retours d'email. Donc je pense que c'est plutôt sur l'intelligence et la création d'écosystèmes d'outils, qui aujourd'hui, il y a des outils pour tout. Il y a des outils pour, si on parle de pure prod sous-titré, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. Il y a des outils pour faire du découpage, il y a des outils pour faire du formulaire ultra intelligent, et où l'expérience elle est quand même mieux qu'un Google Form. Il y a des outils pour créer des landing pages en 30 minutes. Enfin, il y a des outils pour tout. Donc je pense que et là, ça tient pas forcément que en no-code. Donc ça s'applique pas forcément aux médias, mais je pense que les médias doivent s'approprier ces outils pour être tout simplement plus agile, plus efficace, et pouvoir répondre, parce que le métier de média n'est pas forcément facile aussi. Hein. Une agence, il y a un brief, il est remporté, il y a des coûts et du chiffre d'affaires qui rentre. Quand on est média, il faut qu'on nourrisse une audience quoi qu'il arrive, quoi. Peu importe les entrées derrière de produits, d'articles sponsorisés ou pas, quoi. Il faut produire énormément de contenu et garder une ligne éditoriale de qualité aussi. Donc il y a beaucoup d'investissements à faire pour continuer d'intéresser, et derrière, comme je disais tout à l'heure, il y a un gros investissement à faire en amont pour intéresser, attirer et ensuite monétiser, quoi. Donc il y a un gros investissement à faire upfront, quoi. Alors on va parler des chiffres du succès. Donc tu m'as dit tout à l'heure, une équipe de 15 personnes. On est sur quel niveau de chiffre d'affaires ? Alors le chiffre d'affaires, c'est une donnée qu'on ne partage pas forcément, mais on s'approche. Vraiment, même pour Story Jungle de grands chiffres. Ouais, non, on n'aime pas, parce qu'en fait, parce que la société grossit énormément, et en fait ça n'a pas, à mon sens, d'intérêt si on ne parle pas de marge, si on ne parle pas de tout un tas de choses. Pour moi, ce qui parle beaucoup plus sur une entreprise au-delà du CA, parce qu'on peut faire un gros CA, si on n'a pas de marge, ça sert à rien. On peut offrir nos produits et rien gagner derrière. Donc en vrai, c'est pas forcément un chiffre que j'aime regarder, pareillement sur d'autres entreprises. Mais c'est surtout la croissance. Voilà, il y a 3 ans, on était encore 2,5.
et aujourd'hui on est 15. Et une information qui est plus importante, c'est 1 million d'abonnés aujourd'hui. C'est la question d'après. Voilà. Qui permet aussi de se dire que... tu parles d'abonnés réseaux sociaux, cross-platform, c'est cross-platform, ça. Incluant votre newsletter. Incluant la newsletter. D'accord, 1 million d'abonnés. Ouais, c'est ça, pour la newsletter, on a un peu moins de 15 000 personnes, donc c'est pas forcément le gros, mais ouais. À LinkedIn étant 600 000 abonnés, et ce qui permet tout simplement de valider qu'on est un média B2B, parce que ça pourrait être un mix de 800 000 abonnés sur Instagram, c'est pas la même valeur. Et aujourd'hui, tu parles pas d'audience? Alors, après, sur le site, on est, alors j'ai un peu moins les chiffres, mais on est autour des, je crois, 350 000 visiteurs par mois. C'est des données qu'on regarde, mais pareil, faut aller les chercher, quoi. Les 600 000 abonnés, on le sait parce que les gens viennent d'eux-mêmes aussi nous le dire, et c'est quelque chose que, étant très natif social media, c'est ce qu'on regarde quand même le plus. Le site internet, on regarde clairement moins les visites. Oui, c'est ça. Donc ça fait une différence quand même assez fondamentale par rapport à d'autres médias qu'on a pu évoquer en début de podcast. Vous êtes quand même très lu dans les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un sujet pour vous d'essayer de construire en fait une audience un peu en direct? Ouais, j'ai toujours voulu que les visiteurs, donc là si on revient sur le site, on ait un split autour des 50%. Ça veut dire qu'on ne soit pas full dépendant des plateformes social media, et qu'on ait des moyens de toucher les gens autrement que via les réseaux sociaux. Donc on va pas se mentir, aujourd'hui le split il est assez simple, c'est 50-50. Quand on regarde les arrivées sur le site, il y en a 50% qui arrivent via nos plateformes social media et 50% qui arrivent en direct search et organique, sur Google, directement sur le site via Google. Ou direct. Donc on essaye de limiter cette dépendance, on va pas se mentir. Voilà, 1 million d'abonnés, clairement c'est de là que vient une grosse partie du trafic, avec, je vais pas dire moins d'efforts, mais plus facilement, parce qu'une fois qu'ils nous suivent, ils reçoivent le contenu, versus un Google où soit il faut qu'ils viennent de manière spontanée ou qu'ils fassent une recherche pour nous trouver. Donc on a toujours voulu garder ce mix pour éviter justement cette trop forte dépendance, d'avoir 90% du trafic qui vient des réseaux sociaux. On sait que demain, s'il y a un changement d'algorithme, tout est foutu. Ouais. Donc on fait attention, même si notre impact, on va pas se mentir, c'est pas un curseur qu'on tourne en disant « Oh tiens, on va enlever un petit peu de dépendance des réseaux sociaux ». Mais on fait un assez gros travail en SEO, et sur notre site, il y a des médias qui sont full social media et qui ont abandonné leur site internet. Moi, j'ai toujours voulu garder ce site internet et garder un mix assez équilibré entre organique, direct trafic et arrivé depuis les plateformes. Alors Laurent, on va parler de ta routine éditoriale. Qu'est-ce que tu lis, regardes, écoutes pour penser ton média demain? Alors en termes de contenu créatif, je suis... un peu de tout et n'importe quoi autour de la créativité plutôt artistique. Et après, c'est tout simplement un bon Feedly avec des bons flux RSS à l'ancienne qui me permet le matin de... je suis quelques médias. Ouais, c'est Feedly. J'utilise toujours Feedly. Je crois qu'il y a Flipboard. Enfin, il y a tout un tas d'outils qui permettent... Ouais, absolument. Mais moi, j'étais sur Feedly et je suis resté sur Feedly. Je crois que l'équipe, il y en a qui utilisent NetVibe ou un truc équivalent. Mais NetVibe, c'est année 2000. Hein. Ouais, non. Moi, je vois l'interface, ça m'en dingue. En vrai, moi, je veux juste une application qui me montre un peu les dernières actus des médias que je suis. Donc ça, c'est plutôt pour la partie édito. Et après, comme moi, je suis plutôt sur la partie production, exécution, je vais plutôt aussi me nourrir de toutes ces personnes qui font énormément de tests, d'outils SaaS, d'entrepreneurs aussi, qui délivrent pas mal de valeur sur des stacks d'outils, de l'organisation pour optimiser. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que un des enjeux pour les médias qui se lancent aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de trucs superflus qui traînent et d'être juste ce qu'il faut pour délivrer. Et donc voilà, moi je suis plutôt sur la productivité et ces sujets d'exécution, de production, là où la team édito, elle, va faire un travail beaucoup plus poussé que le mien de juste scroller, regarder et puis dire regardez, il y a une actu qui est hyper cool, faudrait peut-être en parler. Eux ont une routine beaucoup plus stricte et quotidienne pour les sujets du média en tout cas. Il y a un média qui t'inspire? Un média qui m'inspire, en choisir un, c'est compliqué. Ça dépend des plateformes. Si je devais en choisir un, pas évident. Je sais pas si je vais en choisir un. J'en ai plein qui me viennent et je veux pas les citer pour pas que les autres se disent ah ouais.
Mais sur ces modèles très immergés dans les réseaux sociaux, il y a... Je suis des médias mais qui ont vraiment rien à voir. Moi j'aime bien regarder un peu ce que fait Bouscapé, je regarde ce que fait Néo, je regarde ce que fait Views, je pense qu'on se suit tous, on regarde un petit peu, on a une ADN assez commune sur ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Bouscapé, effectivement, qui est un super média avec un ton vraiment une patte originale. Je pense qu'on a des choses qui se ressemblent, même si c'est pas du tout les mêmes thématiques. On les a reçus sur justement notre podcast Charbon parce qu'on trouvait qu'on avait des similarités. Donc en citer un, en vrai, Et Néo, monté par De La Villardière, de M6, on l'imaginait pas sur ce créneau. Non, on a reçu aussi un des cofondateurs sur Charbon. Ouais. Laurent Garous, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. T'es venu dans la jungle de Story Jungle. Très belle jungle. Alors on te suit sur LinkedIn, évidemment. Et puis on suit, j'ai un pote dans la com, sur LinkedIn aussi. Ouais, pour les 2 millions. Voilà, pour cibler les 2 millions. Et donc à très bientôt. Merci encore pour l'invitation, à bientôt. Merci.